On est ravis de vous accueillir donc virtuellement dans la webconférence de présentation de nos travaux, donc des travaux de la plateforme nationale pour la RSE concernant l'engagement des entreprises pour leurs salariés aidants, sujet à la fois personnel et professionnel, individuel à dimension collective, un sujet RH, mais aussi relatif à la responsabilité sociale de l'entreprise. Et du coup, on est ensemble pour 45 minutes pour présenter et débattre de nos travaux. Alors, j'accueille Monsieur François-Mathieu Robineau, qui est adjoint au sous-directeur de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées à la Direction générale de la cohésion sociale. Bienvenue à vous. Je présenterai aussi avec mes coéquipières, avec qui j'ai eu le plaisir d'animer les travaux. Euh, Lydie Recorbet, co-rapporteure du groupe de travail au titre de l'ORS et auteure du guide Aidants familiaux et proches aidants, publié avec l'Union nationale des associations familiales. Et puis Claudie Culac, co-rapporteure du groupe de travail également, présente au titre du CESE. Claudie est cofondatrice et directrice de la Compagnie des aidants. Alors voilà, on a 45 minutes. Je vous invite à poser vos questions via le chat. On aura tout un temps d'interaction à la fin de cette présentation. On aura du temps pour échanger avec vous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire un mot pour ceux qui sont moins familiers avec la plateforme RSE, et on peut passer à la slide suivante. La plateforme RSE traite des questions environnementales, sociales et de gouvernance soulevées par la RSE. Donc la plateforme peut être à la fois saisie par le gouvernement ou s'auto-saisir en fonction de sujets jugés pertinents et d'importance par l'ensemble des membres. Vous avez un certain nombre d'exemples de nos travaux récents. On aurait pu aussi rajouter les travaux sur l'Europe et les textes en préparation en matière de RSE, les labels RSE, l'affichage social des produits et des services. Vous voyez à l'écran, on a travaillé sur une multitude de sujets allant du numérique responsable à la biodiversité, à l'engagement des entreprises en faveur des travailleurs en situation de handicap, l'engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives. Nos sujets sont divers et variés. Alors, la plateforme RSE, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un collectif avec donc de 50 membres à organiser avec un bureau de 15 membres. Donc, vous voyez les logos des organisations. C'est un collectif organisé en 5 pôles. Le pôle économique, le pôle des syndicats, les pôles des organisations de la société civile, des chercheurs et des institutions. Et donc, on a été saisis, je vous invite à passer peut-être à la slide suivante, on a été saisis l'automne dernier par 3 ministres donc du précédent gouvernement. Et cette saisine s'inscrivait dans la stratégie nationale Agir pour les aidants, dont M. Robineau nous dira un mot dans un instant, stratégie qui vise notamment à rompre l'isolement des personnes, ouvrir de nouveaux droits, réfléchir à la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Et puis, cette stratégie prévoit que le sujet des aidants soit au cœur des critères de RSE. Et c'est un peu dans ce cadre-là que 3 ministres, donc Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé chargée de l'autonomie, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et puis la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, donc du précédent gouvernement Olivia Grégoire, nous ont saisi en fait avec pour objectif en fait, nous demander de proposer des mesures qui soient susceptibles d'encourager les entreprises à s'engager en fait dans des démarches volontaristes pour une meilleure prise en compte de la situation des salariés proches aidants et pour une meilleure conciliation de leur temps. L'enjeu aussi de notre travail était de réfléchir aux conditions nécessaires à l'élargissement des critères RSE à cette problématique, à réfléchir à ce pont en fait à trouver entre la RSE et le sujet de l'accompagnement des proches aidants. Alors on a travaillé de façon un peu plus cadencée que pour d'autres travaux puisqu'on avait un objectif de rendu
assez proche de la date de la saisine. Donc, on a fait 7 réunions des membres du groupe de travail, 14 auditions, donc la DGCS, la Compagnie des aidants, l'ORS, Malakoff Humanis, l'OCIRF, la G2R, la Mondiale, le groupe Vive, Sanofi, le label Capandéo, l'IPAG, EDF, la CFE-CGC, la CFDT. J'en oublie certainement parce qu'en plus, au-delà des personnes auditionnées, on a bénéficié de l'expertise de nos co-rapporteurs et de leur réseau. Donc, ça a été un travail extrêmement riche qui nous a amené à faire, voilà, on va vous présenter le plan en 4 parties. Qui revient dans un premier temps sur le cadre réglementaire de tout ce qui est congés, prestations en faveur des aidants. Un point en deuxième partie sur les enjeux à différents niveaux, au niveau de la personne elle-même en situation d'aidance, les enjeux pour la société sur un plan plus collectif, et puis au niveau des entreprises sur la question du travail. On a mis un focus aussi sur la pratique de quelques entreprises qui nous paraissaient intéressantes avant de faire 24 recommandations dont on va vous parler dans un instant. Mais avant de rentrer en fait dans la phase de présentation de l'avis avec mes co-rapporteurs, je laisse la parole à Monsieur François-Mathieu Robineau, qui nous dira un mot de contexte sur la stratégie nationale Agir pour les aidants, dans laquelle, donc, comme je disais, s'inscrit cette saisine. Donc, vous êtes adjoint au sous-directeur de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées à la Direction générale de la cohésion sociale. Et du coup, je vous laisse la parole pour un mot un peu introductif sur le contexte de cette saisine et plus largement sur la stratégie nationale sur les aidants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous dire un mot juste de la direction à laquelle j'appartiens, la Direction générale de la cohésion sociale, qui est une des directions du ministère des Solidarités, qui s'occupe, pour faire très simple, des politiques de cohésion sociale, donc des politiques d'exclusion en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de la petite enfance, de protection de l'enfance, de protection des majeurs protégés, également de l'égalité femmes-hommes, et puis des aidants. Et donc, dans ce cadre-là, je suis, en plus de mes fonctions d'adjoint au sous-directeur de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, chef de projet sur la stratégie nationale Agir pour les aidants, dont je vais dire quelques mots. Peut-être avant, juste en introduction, rappeler que la politique en faveur des aidants, c'est une politique qui a longtemps été développée dans le cadre des politiques en faveur des aidés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ou peu de mesures, en tout cas pas de politique globalement articulée directement à destination des aidants. Et ça, c'est la chose principale qui a changé au-delà de l'engagement du gouvernement précédent et avec la formalisation de la stratégie, mais c'est une chose importante qui a changé à l'occasion de cette stratégie nationale 2020-2022 qui a été lancée en octobre 2019, Agir pour les aidants, qui a été que c'est une stratégie qui tourne autour de l'accompagnement des aidants. Alors, c'est aussi une stratégie qui s'inscrit dans le cadre des réformes prioritaires de l'État. Pour dire quand même l'importance, les réformes prioritaires de l'État sont des réformes qui sont suivies par le président de la République et le Premier ministre, et où les chefs de projet, donc en l'occurrence moi, tous les 6 mois, à une réunion avec le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet du Premier ministre. Donc, ça montre l'importance que cette réforme, parmi beaucoup d'autres, mais il n'y en a pas, toutes ne font pas l'objet d'un suivi de ce type-là, l'importance marquée du précédent gouvernement, et puis ça va continuer. En tout cas, on le demandera, mais je terminerai peut-être là-dessus, en faveur des aidants. Alors, dans le détail, et pour ne pas passer trop de temps sur cette introduction, dans le détail, la stratégie est construite autour de 6 priorités que vous voyez affichées à l'écran, et puis on a en plus inscrit des leviers de mobilisation. Donc, je ne vais pas revenir sur le détail de toute la stratégie, mais peut-être sur
une ou deux mesures qui sont intéressantes. Et puis, je vais détailler un tout petit peu plus la partie concilier vie personnelle et vie professionnelle, et, évidemment, vu l'objet de ce webinaire. Donc, le premier objectif, la première priorité, c'était rompre l'isolement des proches aidants et les soutenir au quotidien. Et ça passe par des numéros d'appel, ça passe par des services. On espère un jour que ça passera par un service public territorial de l'autonomie qui permettra de répondre aux aidants. Mais pour l'instant, on n'a pas encore mis en place. La deuxième priorité qui consistait à ouvrir de nouveaux droits sociaux et à faciliter les démarches administratives. Alors, il y a beaucoup de mesures à l'intérieur de cette priorité, mais peut-être je vais en citer une qui est l'indemnisation du congé proche aidant. Le congé proche aidant qui existait depuis un certain temps, mais qui n'était pas indemnisé. Et avec l'AJPA, l'allocation journalière proche aidant, est indemnisé partiellement, parce qu'il n'y a que 66 jours d'indemniser, ce qu'on peut considérer comme étant trop peu encore sur l'ensemble d'une carrière professionnelle, mais ça pourra évoluer, en tout cas, on l'espère, et c'est une indemnité, une allocation qui a été réévaluée en début d'année pour être portée au niveau du SMIC. La troisième priorité, c'est permettre aux aidants de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et donc, dedans, il y a l'objectif d'inscrire le soutien aux proches aidants comme un élément de négociation de branches obligatoires, par exemple, le développement du label Capandéo. Et puis, il y avait cet objectif de confier à la plateforme RSE cette mission sur laquelle je vais revenir et qui vous sera présentée. Dans les priorités sur la lutte contre les risques d'épuisement des proches aidants en leur donnant accès à des solutions de répit, c'est tout ce qui est répit des aidants à la fois en établissement et à domicile. Améliorer le suivi de la santé des aidants. Alors, on aurait bien aimé faire une grande enquête sur la santé des aidants, mais la crise Covid n'a pas permis de mobiliser Santé publique France là-dessus, mais on continue à avoir cet enjeu qui est d'identifier les impacts de l'aidant sur la santé. Et puis, épauler les jeunes aidants, pour l'instant, même si on en est un peu au début, mais on est dans les actions de sensibilisation. Alors, je suis déjà arrivé au terme de mes 5 minutes, donc je vais faire juste très simple, et puis on pourra y revenir évidemment dans le cadre de questions-réponses, pour dire que c'était la saisine de la plateforme RSE, elle est pour nous très importante parce que l'impact sur les aidants de leur aidance dans le milieu professionnel est très important. Alors, il y a des chiffres, mais qui seront rappelés sur le fait qu'un nombre important d'aidants est salariés, mais ça, ce sera repris. Mais on a des impacts sur la santé, sur le bien-être, sur la vie sociale, qui peuvent se traduire par des arrêts de travail, qui peuvent se traduire par une baisse de la productivité. Donc, c'est un double enjeu, évidemment, et donc il nous est apparu essentiel que les employeurs, les entreprises soient partie prenante de cette réflexion sur le meilleur accompagnement des aidants, d'où cette saisine qui était triple, comme ça a été rappelé, avec la ministre de l'Autonomie, Madame Bourguignon, la ministre du Handicap, Madame Cluzel, et puis la secrétaire d'État, pardon, Handicap, Madame Cluzel, et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'économie solidaire et responsable, Madame Grégoire. Et voilà, je reviendrai après, peut-être à la fin, sur tout ce que le rapport nous a apporté et ce qu'on espère que ça va lancer. Mais voilà un peu le contexte du lancement de cette mission, en espérant ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Monsieur Robineau, de vous plier à cet exercice un peu contraint de temps limité. Donc, sans plus, merci beaucoup et on y reviendra à la fin sur les suites. Sans plus tarder, pour avoir le temps d'échanger ensuite, je donne donc la parole à Claudie Culac, donc co-rapporteure de l'AVI, donc pour vous présenter un peu le sujet. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous serons tous un jour aidants, hein, et parfois, plusieurs fois dans notre vie. Chacun d'entre nous aura sûrement un parent âgé en perte d'autonomie, un compagnon malade, d'autres un enfant atteint d'une maladie rare ou en situation de handicap. Se posera alors la question de la conciliation des temps de vie personnels, professionnels et bien sûr le rôle d'aidant. Surtout quand on sait aujourd'hui que l'âge moyen d'un aidant actif est de 39 ans.
Alors, je vais vous partager quelques chiffres. Monsieur Robineau, je vous remercie de me laisser cette tâche. Donc, 62% des aidants sont des actifs, 58% sont des femmes. Et quand cela devient compliqué, eh bien, c'est 64% de femmes. On peut comprendre facilement que 75% d'entre eux se sentent anxieux et stressés. C'est aussi un sujet de droit des femmes. Certaines se retrouvent seules dans le cas d'un enfant en situation de handicap et elles ont besoin de gagner leur vie pour nourrir leurs enfants. Alors, moi, je ne commande pas les slides, hein, vous pouvez les lire, bien évidemment, et je complète avec ce que j'ai à vous faire passer comme message. Alors, les salariés aidants sont véritablement un atout pour l'entreprise. En effet, c'est un collaborateur qui sait s'adapter aux situations de crise. Il est empathique, il est endurant, résilient. Il est surtout fidèle et fiable, car il est reconnaissant envers son employeur et ses collègues. C'est souvent le seul salaire qui rentre au domicile. Il est stable et c'est également une personne ressource pour ses collègues aidants notamment. On a pu constater que les entreprises qui ont mis en place des mesures pour leurs salariés aidants constatent une réduction des congés maladie et de l'absentéisme pour 88%, une amélioration de l'engagement des employés dans leur mission pour 85%, une amélioration du management pour 80%, une augmentation de la productivité pour 69% et une économie des coûts de production pour 55%. Par contre, ce qu'on constate, c'est le non-recours aux solutions, aux services, aux dispositifs que les entreprises ont mis en place. Alors pourquoi ? Alors souvent, c'est lié à la méconnaissance des dispositifs au sein des contrats. Je parle des contrats mutuels, prévoyance, retraite complémentaire. Il y a beaucoup de choses qui existent. Malheureusement, ça n'arrive pas jusqu'aux salariés. C'est aussi des services qui ont été mis en place directement par l'entreprise pour ses salariés et les salariés n'en ont pas connaissance. Il y a également un problème d'acculturation des RH et des managers sur ce sujet. Alors, beaucoup aujourd'hui ont envie de comprendre parce qu'ils réalisent qu'au sein de l'entreprise, il y a un vrai sujet et c'est tant mieux. Du côté des salariés, les salariés s'expriment souvent sur leur peur d'être stigmatisés, de faire partie d'une vague de licenciements le jour où l'entreprise ira moins bien. Ces salariés nous disent aussi qu'ils ont besoin d'un accompagnement humain, d'un tiers de confiance, représenté par un professionnel comme une assistante sociale. Voilà, beaucoup d'enjeux pour les entreprises. Je remercie tous ceux qui sont à nous écouter aujourd'hui et je ne vais pas prendre plus la parole parce que je pense que les échanges sont importants. Donc, je passe maintenant la parole à Frédéric. Merci Claudie. Alors, on va vous présenter les 24 recommandations auxquelles on a abouti. On va le faire à deux voix. Je commence et puis Lydie complétera. On a identifié des leviers d'action et donc identifié un certain nombre de recommandations au pouvoir public. La première, c'est de produire des statistiques qui soient actualisées et harmonisées. C'était la slide d'avant, sur lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer pour réaliser des diagnostics. Ce qui nous est apparu, c'est qu'en fait, il y a des données, mais elles sont parfois anciennes, elles reposent parfois sur des échantillonnages un peu limités. Et donc, on a besoin de statistiques à jour pour pouvoir agir et pour pouvoir mener des actions adaptées. La deuxième action, c'est une action en matière de communication. De sensibilisation autour de la stratégie nationale Agir pour les aidants.
qui est insuffisamment connu, on s'en est rendu compte. Ce qui nous apparaît important aussi, c'est de communiquer sur tout ce qui existe, en fait. Il y a beaucoup de choses qui existent et qui ne sont pas assez connues. Et en fait, il y a un vrai besoin de faire du sujet de l'aidance un sujet qui soit plus connu. Il y a un tabou ou alors à minima un impensé autour du sujet des aidants, des personnes qui se reconnaissent même pas en tant qu'aidants, tellement ça leur paraît naturel, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc il y a un vrai enjeu à en parler, communiquer, sensibiliser. La libération de la parole est particulièrement nécessaire. Troisième levier, c'est l'évaluation des politiques publiques. Et rendre compte des accords signés avec les partenaires sociaux. Il y a un vrai besoin de, en fait, suivre les avancées du dialogue social en matière d'aide aux aidants et aussi d'ajuster les politiques publiques pour vérifier qu'elles rencontrent bien leur cible. Enfin, on recommande de faire un usage de la plateforme impact.gouv en créant un indicateur. Alors là, c'est un peu voir le sujet de l'accompagnement des aidants au prisme de la RSE, puisque c'est ce qui nous rassemble à la plateforme RSE, c'est le sujet de la RSE. Le sens de cette recommandation, en fait, c'est de faire de l'accompagnement des aidants un sujet de RSE et de façon bien plus systématique. Ce qu'on a observé, c'est que quand c'est un sujet dans les entreprises, c'est un sujet de RH, et donc il y a un vrai enjeu à demander au pouvoir public d'encourager au décloisonnement, d'inviter à créer des indicateurs d'implication, d'engagement en matière d'accompagnement des aidants. Et puis, dernière recommandation de ce bloc, c'est tout ce qui a trait à l'accompagnement. L'accompagnement des personnes en situation de dépendance, donc qu'elles soient personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap, patients en sortie d'hospitalisation. Et ça, pour en fait faciliter la vie des salariés aidants, en fait faire en sorte que, en quelque sorte, tout ne repose pas sur leurs épaules. Et dans cette même idée, il y a aussi également favoriser tout ce qui peut permettre la conciliation des temps de vie des aidants en permettant plus de flexibilité, en améliorant leur accompagnement et en renforçant, en optimisant les dispositifs qui existent déjà, qui sont déjà mis en œuvre par les pouvoirs publics et en veillant toujours à ce qu'ils soient bien accessibles. Donc voilà pour ce qui concerne les recommandations au pouvoir public. Et je vais laisser maintenant la parole à Lydie Recorbet qui va vous présenter les recommandations formulées à l'attention des entreprises. Merci Frédéric. Donc oui, en effet, comme chacun des avis de la plateforme nationale RSE, les recommandations que nous formulons s'adressent évidemment et ciblent les pouvoirs publics, mais en cohérence, elles ciblent aussi les entreprises, l'ensemble des partenaires sociaux et les fédérations professionnelles. C'est ici aussi également le cas. Alors, le premier axe qu'on a travaillé avec ces recommandations que nous avons proposées, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de l'entreprise, que celle-ci soit externe ou interne à l'entreprise, mobiliser l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, car l'accompagnement des aidants doit se faire à tous les niveaux et avec toutes les parties prenantes. Quand je dis à tous les niveaux de l'entreprise, c'est à commencer par les dirigeants qui doivent prendre position fortement, se faire le porte-voix des salariés en situation d'aidance afin de crédibiliser toutes les démarches et toutes les actions qui seront mises en place par l'entreprise et d'aider dans la déstigmatisation des salariés en situation d'aidance. Bien évidemment, et ça a déjà été dit, les directions des ressources humaines ont tout leur rôle à jouer dans les actions qui seront à déployer dans l'entreprise. Idem pour les lignes managériales, le rôle des managers est crucial, ils doivent être sensibilisés à la thématique. Et puis, on a vu au cours de nos auditions le rôle important des collègues entre eux. Notamment, on a pu identifier l'existence de réseaux de pairs aidances qui étaient de vrais leviers pour informer d'autres collaborateurs dans des mêmes situations, pour aussi être en soutien face à l'isolement dont peuvent souffrir certains de ces collaborateurs aidants. On a aussi identifié d'autres types de réseaux de collaborateurs qui se mettent en place, importés du Canada, qui sont des réseaux appelons-les des bienveilleurs, des écouteurs. Ce sont des collaborateurs qui sont formés
à la détection de signaux faibles, mais plutôt du point de vue psychologique, de la même façon que l'entreprise forme des collaborateurs au premier secours sur les aspects physiques de la personne en difficulté. Et bien là, ce sont des personnes qui peuvent être relais et orienter du coup le collaborateur aidant qui en aurait besoin vers les services d'assistance sociale, vers la médecine du travail, qui sont eux aussi d'autres acteurs dans l'entreprise qui doivent être au cœur des dispositifs qui seront mis en place. Rappelons-le, ce sont des tiers de confiance. Hein. Ils ont un devoir de confidentialité par rapport aux informations qu'on leur confie et ils ont un rôle d'orientation vers les bons dispositifs et donc d'efficacité des politiques qui sont mises en place à la faveur des aidants. Parmi les acteurs qui sont aussi des relais, et là, cette fois-ci, j'en viens aux parties prenantes externes de l'entreprise, si on peut dire, il faut penser déjà aux mutuelles, aux groupes de prévoyance qui sont du coup des partenaires de l'entreprise et avec lesquels l'entreprise contractualise. L'employeur, il a notamment une obligation de fournir une mutuelle santé à ses collaborateurs. Donc, la contractualisation avec ces organisations et l'occasion peut-être de penser les services qui peuvent être proposés aux collaborateurs en situation d'aidance. Il faut aussi rappeler le rôle des branches professionnelles. On l'a beaucoup souligné au cours de nos travaux, parce que les branches professionnelles, elles peuvent avoir un effet catalyseur de mutualisation des services, des dispositifs. Elles ont une capacité aussi à faire essaimer, faire connaître sur tout un secteur d'activité les actions qui peuvent être mises en place par les entreprises. Et elles ont un levier vis-à-vis des entreprises de plus petite taille qui pourraient se dire que mettre en place des actions vis-à-vis des aidants, c'est l'apanage de grandes entreprises. Eh bien non, elles ont la capacité à mobiliser ces plus petites entreprises et à les accompagner pour être là aussi mieux-disantes vis-à-vis des salariés aidants. Et puis, il faut rappeler en dernier le rôle des associations sur le territoire, que ce soit sur le territoire de la personne aidée ou sur le territoire de la personne en situation d'aidance, puisque ça vient aussi rajouter à la complexité des enjeux sur ce sujet. Les associations sont des relais vraiment très efficaces. On l'a vu au cours de nos auditions sur le territoire pour accompagner le collaborateur qui souhaiterait aussi pouvoir garder une certaine séparation entre sa vie professionnelle, ses responsabilités familiales et son rôle d'aidant. Voilà. Après, ce que l'on a souligné au travers de nos recommandations, ce sur quoi on a voulu insister, c'est sur la communication et l'accès à l'information. Ça a été dit par Frédéric et par Claudie. Tout d'abord, il faut pouvoir instaurer dans l'entreprise, c'est important, une culture de la bienveillance afin de permettre aux salariés aidants de libérer la parole et de ne pas se dire que s'ils expliquent leur situation, ils vont être stigmatisés, mis au placard, voire plus. D'ailleurs, c'est peut-être aussi l'occasion, en fait, de plus largement sensibiliser à l'ensemble des vulnérabilités d'un collaborateur et pas se focaliser forcément sur les danses. C'est aussi une façon de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs d'entre nous. Claudie l'a dit, ces statistiques, la démographie fait que nous serons, chacun d'entre nous, au moins une fois, voire plusieurs fois au cours de notre vie en situation d'aidance. Sans doute même probablement en même temps, et en tout cas plusieurs fois au cours de notre carrière en activité. Donc, la question va s'imposer à chacun d'entre nous et c'est aussi une façon, là aussi, de se dire que tout le monde est concerné, de déstigmatiser les salariés aidants. L'importance aussi de la communication, elle est dans le fait de pouvoir, alors non pas identifier les salariés aidants, hein, pas de manière nominative, au contraire, d'être de porter beaucoup d'attention à la question de l'anonymat, mais de pouvoir identifier leurs besoins, les situations d'aidance dans l'entreprise, afin de mettre des dispositifs en place qui y répondent pleinement et qui soient totalement efficaces. Et puis, Frédéric et Claudie l'ont dit également, il s'agit évidemment de faire connaître par la suite ces dispositifs. On l'a vu au cours de nos auditions, les dispositifs légaux, les congés familiaux sont méconnus et ça explique le non-recours à ces dispositifs. Donc, l'entreprise a une capacité d'information, elle doit s'en servir pour les faire connaître et puis bien évidemment, quand elle met en place des process, elle doit aussi les faire connaître de façon à ce que les collaborateurs aidants puissent déclencher les dispositifs dont ils ont besoin.
Et parmi les besoins qui ressortent bien évidemment de toutes nos auditions, eh bien, on s'est particulièrement focalisé sur deux d'entre eux. Alors, l'aspect financier, parce que aider un proche, ça peut avoir un coût, le coût des soins, des prestataires de services, le coût de l'aménagement d'un domicile, par exemple, le coût de l'aidance aussi, le temps passé à aider son proche, surtout lorsque ce salarié doit s'absenter. Alors à ce moment-là, effectivement, ça engendre même une perte de salaire pour lui. Donc voilà, l'entreprise peut penser au soutien financier ponctuel au travers d'un fonds, par exemple, pour aménager son domicile, ou bien du recours au CESU, le chèque emploi service universel, pour mettre en place une aide à domicile, ou bien à des aides plus permanentes, notamment lors de la prise de congé, réfléchir à l'indemnité. Voilà. Ce sont des solutions qui viennent aussi alléger la charge mentale des salariés aidants. Et puis, le deuxième axe sur lequel on s'est bien évidemment focalisé, c'est les aspects conciliation vie privée, vie professionnelle. C'est un sujet qui est déjà traité dans l'entreprise, notamment au travers des enjeux de parentalité et de petite enfance. Il faut penser tous les dispositifs qui existent déjà dans l'entreprise et se poser la question de savoir quels sont ceux qui peuvent être étendus à la situation des salariés aidants et dans quel cas on peut du coup les déclencher, s'en servir. On l'a vu, la crise sanitaire a notamment démontré que plus de collaborateurs étaient éligibles au télétravail que ce qu'on pensait initialement. Le télétravail apparaît comme une des solutions, notamment parce que le gain de temps que représente le trajet domicile-bureau peut être réinvesti dans un temps passé près du proche aidé. La flexibilité peut se penser aussi en termes d'horaires décalés, en termes de facilitation, bien évidemment, lors de la prise de congé lorsque celui-ci est nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas forcément la solution qui est souhaitable tout de suite parce qu'elle entraîne forcément une perte de salaire. Mais ça peut être aussi la mise en place d'un travail aménagé à temps partiel. Et c'est aussi, l'idée est aussi de faire en sorte que ces dispositifs puissent être pensés de manière, on va dire, réversible, temporaire. Un collaborateur peut avoir besoin d'un aménagement de son temps de travail à temps partiel, mais cela sur quelques mois. Il faut pouvoir envisager le fait de revenir à une situation de plein temps par la suite s'il le demande. Ce qu'ont mis en exergue aussi nos auditions, ce qu'elles ont confirmé, c'est sur la question de la santé du salarié aidant. On le sait, les salariés, enfin les aidants, mettent davantage en avant la santé de leurs proches aidés que la leur, au détriment de la leur. Et là, l'entreprise a des leviers dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais ça peut être la médecine du travail, ça peut être aussi au travers de la mutuelle, de mettre en place des diagnostics qui permettent, si le salarié le souhaite, d'évoquer sa situation d'aidance, d'évoquer là où il en est, sa charge mentale, et d'éviter, bien évidemment, l'épuisement de ce salarié aidant, parce que c'est souvent le risque pour eux à ce moment-là. On l'a vu aussi, les solutions de répit sont à développer car elles sont encore très, très éparses sur le territoire, très inégalement réparties. Les congés sont à développer, mais aussi peut-être des solutions telles que le relayage, qui là aussi est une importation d'une pratique canadienne, qui fait l'objet d'expérimentation et du coup, il faudra voir attentivement quelle suite est donnée à cette expérimentation. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais les réseaux de pairs aidants sont aussi des leviers forts pour lutter contre l'isolement du collaborateur en situation d'aidance, pour faciliter l'échange de bonnes pratiques, le soutien. Et là aussi, c'est primordial. Les recommandations qu'on formule s'attardent aussi sur la question de la compétence des salariés aidants. Claudie l'a clairement exprimé. Les salariés aidants acquièrent ou ont des compétences qu'il faut pouvoir transposer au monde du travail, ce qu'on appelle des soft skills. À l'heure actuelle, les compétences, la valorisation des acquis de l'expérience de l'aidance, la VAE, ne permet à une personne aidant que de pouvoir se reconvertir dans le secteur du médico-social. Alors, c'est un secteur fortement en tension, mais il n'est pas dit qu'une personne qui personnellement a vécu une situation d'aidance ait envie de la prolonger pour que ça devienne sa profession, d'une part. Et qui plus est, ces dispositifs s'adressent aussi à des personnes qui sont éloignées de l'emploi.
Or, l'idée que nous préconisons au travers de nos recommandations, c'est qu'on maintienne les salariés aidants autant que possible, évidemment, dans l'emploi. Donc voilà, on souhaite et on insiste sur le fait qu'on puisse identifier des compétences transférables à l'entreprise, des soft skills, Claudie l'a dit, telles que des compétences organisationnelles, communicationnelles, des compétences aussi en termes de résilience, de robustesse, de fiabilité, de fidélité, qui ont toute leur place dans leur entreprise. Et puis là, c'est Frédéric qui en a déjà parlé, mais quand on parle de RSE, on aime parler de transparence vis-à-vis des parties prenantes, on aime parler de reporting et de mesure de l'efficacité des actions qui sont mises en place de façon à entrer dans une logique de progrès et les améliorer sans cesse. Donc voilà, rendre compte des bonnes pratiques dans le cadre du reporting extra-financier de l'entreprise et de sa contribution aux objectifs de développement durable, c'est pour nous une action à mettre en place qui permettrait aussi à l'entreprise de valoir d'exemple et d'être inspirante pour d'autres structures, d'autres organisations. Dans cette même idée, là c'est M. Robineau qui en a parlé, on a effectivement auditionné et identifié des démarches de labellisation qui permettent à l'entreprise d'être reconnue pour son engagement. Il est aussi logique que les entreprises les mieux disantes vis-à-vis des salariés aidants puissent en retirer quelques bénéfices, notamment en termes de marque employeur. On sait que la conciliation vie privée, vie professionnelle est un enjeu fort, une demande forte des salariés. C'est un moyen de les attirer et de les fidéliser également, de travailler sur la politique des danses qu'une entreprise peut mettre en place. Et encore une fois, c'est aussi une logique d'exemplarité et de pouvoir faire connaître et d'essaimer auprès du plus grand nombre. Voilà, en synthèse, ce qu'on peut vous résumer des 24 recommandations que vous retrouverez du coup dans le guide que vous pouvez télécharger sur le site de France Stratégie. Frédéric, on peut passer au temps des questions. Absolument. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, voilà, je crois qu'il y a déjà un certain nombre de questions dans le chat. Alors, j'ai effectivement me fait passer plusieurs questions. Quelle est l'action prioritaire à mener au sein des entreprises? Alors là, peut-être Claudie, avec votre point de vue. Oui, bien sûr. Alors pour moi, l'action prioritaire, c'est vraiment la sensibilisation de l'équipe RH, manager, pour qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils sachent aussi comment faire. C'est deuxième préconisation, c'est de regarder ce qu'il y a dans les contrats que vous avez signés, vos contrats mutuels, retraite complémentaire. Vous savez, beaucoup de groupes de protection sociale ont développé des solutions. Donc, avant d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, regardez déjà ce qu'il y a dans vos contrats. Voilà. Et puis, c'est pousser aussi peut-être le sujet de l'aidant ressource, c'est-à-dire ce collègue qui est capable de soutenir ses collègues parce qu'il a acquis des compétences pendant le temps de son aidance. Merci Claudie pour ta réponse. Autre question, comment identifier les besoins des aidants tout en préservant l'anonymat? C'est une vaste question. Je vais me permettre de répondre en premier, mais si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose, pas de souci. Des pratiques qu'on a pu observer au sein de l'ORS sur cette question-là, c'est très difficile. Il faut pouvoir soit compter sur la médecine du travail ou alors éventuellement travailler avec la mutuelle pour avoir cette cartographie de l'entreprise et des aidants qui sont dans l'entreprise, car ils sont des tiers de confiance et c'est eux qui vont pouvoir, notamment par exemple au travers de la visite médicale avec la médecine du travail, identifier une personne, un salarié qui dirait qu'il a beaucoup de responsabilités familiales, qu'il a une charge mentale forte personnelle. Et à ce moment-là, charge à la médecine du travail de pouvoir un petit peu creuser le sujet en se disant, bon, ben voilà, s'il déclare être aidant, au moins, ça me permet, sur les effectifs, de comptabiliser le nombre de personnes qui sont dans cette situation sans pour autant que la personne soit nommée où que ce soit, dans quelque rapport que ce soit. Après, on a vu des entreprises mettre en place des focus group et donc, sur la base du volontariat, appeler les personnes
à participer à des groupes d'échange de façon à identifier, des groupes de parole de façon à identifier quels étaient leurs besoins. Là, il faut avoir déjà cette culture de la bienveillance dont je parlais plus tôt, parce qu'il faut que le collaborateur soit en confiance pour se dire que lorsqu'il participe, derrière, il n'est pas identifié, il n'y a pas de noms qui font suite à ces échanges et à ces captations de besoins qui soient conservés ou que ce soit dans quelques dossiers, que ce soit des ressources humaines. Donc, voilà les pratiques que j'ai pu voir. Moi, je veux bien rajouter, si tu veux bien, Lydie. Pour moi, il est essentiel qu'il y ait un tiers de confiance. Ce tiers de confiance, ça peut être une association qui est en proximité de l'entreprise et qui a une action d'aide aux aidants. Ça peut être une assistante sociale. Alors là, vous avez des assistantes sociales libérales, vous avez aussi des assistantes sociales dans le cadre des associations qui peuvent venir au sein de l'entreprise. Et là, ça permet de soutenir ce salarié, de l'aider à trouver les bonnes solutions qui existent pour l'accompagnement de son proche aidé, et du coup d'avoir ce tiers de confiance entre le manager et le salarié pour éviter justement toute fuite d'informations. Alors, autre question, sans doute pour Claudie, sans vouloir orienter d'ores et déjà la réponse. Alors, tout d'abord, la présentation et le replay seront accessibles sur le site de France Stratégie dans quelques jours pour répondre à des questions qui sont dans le chat. Et puis, une autre question posée, quels sont les retours sur l'expérimentation du baluchonnage d'assistants de services sociaux mutualisés entre des entreprises? Alors, sur le baluchonnage que nous appelons relayage en France, puisque le terme est déposé, les expérimentations montrent des résultats intéressants. On espère que le gouvernement va prolonger l'expérimentation, mais je crois que c'est le cas. Pour l'instant, le reste à charge est encore important. Cependant, c'est vraiment une solution qui est plébiscitée par le binôme aidant-aidé et qui permet à cet aidé de rester chez lui, de permettre à l'aidant de continuer à mener sa vie et du coup, beaucoup de calme et d'apaisement en fait dans ce binôme aidant-aidé. Après, je n'ai pas vraiment conscience de c'était quoi l'autre partie des questions? Oui, les services sociaux mutualisés entre les entreprises. Je n'ai pas connaissance, je ne saurais pas vous répondre, mais on va creuser et on pourra peut-être vous répondre ultérieurement. Moi, je dois vous avouer que là, sur cette question également des services sociaux mutualisés, on n'a pas de visibilité sur ce sujet. La difficulté étant effectivement que comme ils sont mutualisés, c'est difficile d'avoir les sons de cloche des acteurs qui y recourent. Mais peut-être qu'une approche sectorielle, j'en reviens au rôle des branches professionnelles, pourrait me permettre de faciliter cette lecture-là et cette analyse. Autre question que l'on me fait passer, et puis après j'en poserai deux et ça sera l'occasion de passer la main à Monsieur Robineau parce que je pense que ces questions lui sont plus destinées. Y a-t-il des fonds publics mobilisables pour l'accompagnement des entreprises dans la programmation et le déploiement du soutien à l'aidance? Effectivement, je vois passer des questions dans le chat qui font le parallèle avec le financement des crèches sur les questions de parentalité. Claudie, à ta connaissance, ou alors M. Robineau, à votre connaissance? Non, à ma connaissance, il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui. En revanche, le parallèle est intéressant. Il y a des solutions on est vraiment sûr, il y a du financement des solutions de répit qui existent, évidemment, très fortement, avec un reste à charge qui peut rester élevé pour les personnes âgées. En France, il y a une différence entre la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes handicapées et la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, et avec un reste à charge qui peut être très élevé et poser des difficultés pour les personnes âgées, beaucoup plus que pour les personnes handicapées. Mais non, et je lis avec intérêt la proposition de crédit d'impôt pour la participation au financement des solutions de répit.
Mais je veux pas. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, ce type de dispositif n'existe pas. Par contre, si tu me permets, Lydie, ce qu'il faut regarder, c'est du côté de votre groupe de protection sociale, parce que certains groupes de protection sociale ont mis en place justement des réponses. Donc, voyez, interrogez-les, appelez-les et voyez avec eux. Après, c'est une bonne idée, oui, de mettre en place Monsieur Robineau, comme le propose cette personne. Mais ça, on en reparlera. C'est tout l'intérêt de vous avoir convié à ce webinaire. Ça permet de partager les idées largement, y compris de nos participants. Alors, les dernières questions, 2 dernières questions, elles seront pour vous, Monsieur Robineau. Y aura-t-il une approche réglementaire? Comment inviter les entreprises à adopter cette démarche? La question est donc, si on ne passe pas par une approche réglementaire, est-ce qu'on va y arriver? Et quelles sont les suites à donner à la stratégie nationale en faveur des aidants? Alors, merci. Alors pour nous, c'était extrêmement intéressant. Tous les éléments qui sont dans l'avis de la plateforme RSE étaient particulièrement riches. Ça rejoint, alors bon, pour partie, et ce n'est pas très étonnant, les points sur lesquels nous considérons que nous avons encore pas mal de travail à faire. Donc ça, c'est assez logique. Donc je ne vais pas revenir sur les recommandations, notamment celles qui sont les recommandations au gouvernement ou à l'administration. Peut-être juste un mot pour dire que le rapport étant arrivé au moment où on entrait dans une phase électorale dont on ne sort que maintenant, par rapport à un calendrier qui aurait été il y a un an, par exemple, c'est difficile de traduire et d'avoir des arbitrages pour proposer qu'on avance. Mais il y a un certain nombre de propositions sur lesquelles les premiers échanges qu'on a pu avoir avec les cabinets de l'époque étaient assez encourageants sur le fait que les choses allaient avancer, à la fois sur l'information, enfin pour ce qui nous concernait sur l'information, sur la meilleure connaissance des aidants, même sur l'utilisation de impact, parce que c'est très intéressant. Alors, on est plutôt aujourd'hui dans une logique incitative vis-à-vis des entreprises plutôt que réglementaire. Ça, c'est ce dont je parle à date. Il y a encore, il faut mesurer quand même que quand on parle des aidants, il y a encore énormément de travail à faire. Ça a été souligné sur l'information, mais moi, j'ai tendance à dire qu'il y a 4 obstacles pour les aidants. Le premier, je vais le faire très vite, le premier, c'est que les gens se considèrent comme aidants. Et c'est vraiment le premier obstacle. Il y a encore énormément de gens qui sont aidants sans le savoir. Et donc, qui, de toute façon, ne peuvent même pas entrer dans les dispositifs qu'on créerait parce que, de toute façon, ils ne se conçoivent pas comme aidants. Ils n'ont pas conscience de l'impact que ça a sur leur santé. La deuxième chose, c'est qu'il faut, une fois qu'ils se considèrent comme aidants, qu'ils comprennent quel est leur besoin, et après qu'il y ait des solutions à leur apporter, et ensuite que ces solutions soient accessibles. Et ça, c'est un peu le parcours du combattant de l'aidant, mais aussi de tous les acteurs qui participent à cet accompagnement des aidants, et parmi lesquels, évidemment, les entreprises qui ont un rôle important à jouer. Et c'est ressorti dans toutes ces étapes-là. Moi, je crois beaucoup aussi à la sensibilisation. Je crois beaucoup aussi que la première réponse à la question très sensible de l'anonymat, c'est aussi le fait qu'il est d'autant plus nécessaire qu'on ne communique pas suffisamment sur l'importance de prendre soin des aidants et de les accompagner. Et donc voilà. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, on est dans une logique qui est plutôt une logique d'accompagnement incitatif, en tout cas pour ce qui concerne la partie l'accompagnement des aidants par les entreprises. Alors, ce qui n'empêche que là-dedans, il faut aussi, on souhaite généraliser la prise en compte de la dimension aidant dans les branches professionnelles. Donc là, on n'est pas sur du réglementaire, mais ça peut le devenir. Enfin, en tout cas, c'est une forme de normatif. Et après, pour parler de la stratégie aidant, donc là, on est un peu dans la même phase que celle que je décrivais. Le changement de gouvernement fait qu'on n'a pas encore formellement de validation du lancement d'une stratégie 2023-2025. Évidemment, pour nous, elle est essentielle. Il y a encore beaucoup à faire. Et donc, on va aussi très fortement utiliser
l'avis de la plateforme RSE pour alimenter cette stratégie. La stratégie, la première, avait été beaucoup alimentée par les contributions des associations. Comme souvent sur le champ de la cohésion sociale, les associations sont en avance de phase et c'est elles qui font bouger l'administration, charge après à l'administration d'accompagner les innovations, de permettre leur reproduction. Donc là, on aura toujours ce rôle important des associations qui vont participer, on espère, à l'élaboration d'une nouvelle stratégie, et puis les travaux qui ont pu être réalisés par la plateforme RSE, et puis on a aussi des travaux qui sont en ce moment réalisés par l'Inspection générale des affaires sociales sur les solutions de répit. On a des travaux qui sont réalisés par la Haute Autorité de Santé. Tout ça, ça a été lancé dans le cadre de la stratégie par la Haute Autorité de Santé sur les recommandations pour les professionnels sociaux, médico-sociaux et de santé pour identifier, repérer les aidants qui sont en besoin de répit pour les accompagner. Alors, je ne sais pas si... je m'arrête là parce que je sais que le temps est compté. Ouais, je peux en parler pendant des heures, évidemment. En tout cas, merci beaucoup à tous parce qu'on voit, et je vois qu'on n'a pas forcément eu le temps de répondre à toutes les questions du chat et on le regrette, mais ce qu'on peut espérer, c'est que les moments d'échange et d'interaction de ce type vont pouvoir se développer pour que puissent en fait, être évoquer les différentes solutions, puisse être imaginer différentes solutions, parce qu'on le voit, le chat est riche de pistes et d'idées. Il y a certainement beaucoup à faire et on est vraiment au début du chemin. Peut-être un mot sur le lien entre RSE et accompagnement des aidants. On a repéré dans nos travaux que les entreprises qui avaient mis en place un accompagnement en matière d'aidants étaient souvent celles qui étaient c'était souvent un indicateur de maturité de politique RSE. Et donc, on ne peut que vous encourager, ceux qui nous écoutent, à inviter vos entreprises à faire plus, bien sûr, à agir, mais aussi à rendre compte pour que ce sujet soit un sujet bien plus partagé, un sujet de dialogue et sur lequel je pense qu'on n'a pas fini d'innover parce que, comme on le disait, les besoins sont grands. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et donc, vous retrouverez le replay et l'essentiel de notre avis sur le site de France Stratégie. À très bientôt. À très bientôt. Bonne fin de journée.